Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. La problématique de l'abduction en eau potable dans la capitale, une situation toujours à la une de l'actualité. Une situation également qui contraint de nombreux compatriotes à débourser d'énormes moyens financiers pour se procurer l'élément vital. L'adduction en eau potable dans les quartiers sous-intégrés de la capitale est un véritable casse-tête chinois pour les pouvoirs publics via Veolia. Pour avoir ce précieux liquide, certains compatriotes sont contraints de débourser d'énormes moyens financiers, non seulement pour s'offrir un compteur d'eau, mais aussi s'acheter plusieurs mètres de tuyaux plastiques jusqu'au lieu d'habitation. Il n'est pas rare de voir ces tuyaux qui jonchent les artères de la capitale et les longs des murs, exposés au risque de destruction du fait que les véhicules peuvent passer dessus. Et quand ils sont dans l'herbe, il y a aussi le risque que cela soit détruit par inadvertance parce qu'ils ne sont pas couverts ou encore bien protégés. Cependant, il est à noter que ces compteurs qui sont éloignés des domiciles sont aussi exposés aux vandales, avec ces fuites d'eau enregistrées çà et là, au grand désarroi du propriétaire. Quand on sait que ce gaspillage favorise l'augmentation du coût de la consommation qui renvoie à la facture très élevée à la fin du mois, il serait temps qu'une véritable politique de distribution d'eau potable soit appliquée dans le pays et que chaque compatriote mette la main à la pâte dans la sécurisation de leurs biens, ce qui passe nécessairement par la sécurisation des tuyaux. Le travail des ONG en République gabonaise n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur. Aussi, ONG, organisations à but non lucratif, portent souvent à confusion chez de nombreux compatriotes. Le reportage de Fouti Boulanga Mouleka. Les organisations non gouvernementales, plus communément appelées ONG, tiennent une place importante au Gabon. Pour la majorité d'entre elles, leur but est d'exprimer une solidarité envers certaines populations en difficulté. Ces entreprises à but social se trouvent dans un grand nombre de domaines: éducation, tourisme, santé, numérique, agriculture, psychologie, environnement et bien d'autres. Pour mieux les identifier, il y a des annuaires tels que l'annuaire africain Go Africa Online, Asso Gabon et bien d'autres, dans lesquels les responsables doivent se faire identifier. Mais comment obtiennent-elles leur légalité au Gabon? Quel en est le rapport dans l'économie gabonaise? Pour être légal, en République gabonaise, dicte la loi 35/62, en son article 8, toute association qui voudra obtenir la capacité juridique devra faire l'objet, de la part de ceux qui sont chargés de l'administration, d'une déclaration préalable à la préfecture ou l'association à son siège social. Ces associations sont majoritairement à but non lucratif, ce qui signifie que l'ONG n'a pas pour but la recherche des bénéfices pécuniaires à partager entre ses membres. En son article 13, la même loi stipule que toute association régulièrement déclarée peut acquérir à titre onéreux, posséder et administrer en dehors des subventions de l'État ou des communes les cotisations de ses membres, entre autres aides. Par ailleurs, on trouve aussi des ONG reconnues d'utilité publique et des ONG étrangères. Enfin, dans une telle entreprise à but social, certes, les employés peuvent y travailler de manière bénévole ou être salariés. L'ONG peut être publique ou privée. Mais le pouvoir suprême réside dans son assemblée générale. Au Gabon, plusieurs personnes travaillent dans les ONG. Aussi, nombreux sont ces jeunes compatriotes qui, diplômés, y obtiennent leur première expérience professionnelle. Donc, l'apport des ONG, des associations et des coopératives n'est pas négligeable dans l'économie gabonaise. Rentrée des classes comptant pour l'année 2018-2019, 2 semaines déjà. Inscription, réinscription, permutation et réorientation. Le contour de la question. Arnaud Babekung. Annoncé au 1er octobre 2018, l'année scolaire 2018-2019 a amorcé sa 2e semaine hier, selon le calendrier défini par le ministère de l'Éducation nationale. À l'amorce de cette 2e semaine, il nous paraît bon de faire un bilan à mi-parcours. En effet, si le secteur privé peut se réjouir d'avoir réussi un début de cours sans faux pas, il n'en est pas ainsi pour les établissements relevant de l'utilité publique. Le cas est tout à fait différent. Dans ces structures scolaires, la rentrée des classes 2018-2019 n'est pas encore au rendez-vous. Élèves et parents d'élèves se bousculent encore aux portes des directions générales d'établissement pour satisfaire aux formalités administratives liées à l'inscription, à la réinscription ou à l'orientation. Dans les cours de récréation, c'est encore des récréations grandeur nature. On y trouve plus d'élèves en civil qu'en uniforme scolaire. Le pas n'est pas pressant pour ceux qui ont déjà pris le chemin d'établissement,
tous ayant à l'esprit que rien n'a véritablement commencé. Dans l'administration, le corps enseignant n'est pas non plus au complet. Les raisons de cette rentrée timide ne sont pas très bien connues, mais les échanges hors micro avec quelques élèves et responsables font ressortir un contexte social marqué par l'actualité politique en rapport à l'organisation des élections législatives et locales en cours dans le pays, dont le second tour débute le 13 octobre prochain. Cela traduit alors que dans notre pays, la tenue d'une échéance politique a de l'ascendance sur toute autre organisation. Dans le cas d'espèce, la politique tient l'éducation alors que c'est le contraire qui devrait être admise, parce que l'éducation est le socle de toute société qui a vocation ou qui a l'ambition de se développer économiquement, socialement et même culturellement. Cela devrait être mieux compris par nos gouvernants dont l'ambition est de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025 qui a quelques 7 ans, mais avec un fonctionnement qui semble relayé au second plan, ce qui devrait l'être au premier. Alors nous pouvons conclure sans risque de nous tromper que nous n'y arriverons pas. Autrement dit, la lisière 2025, déjà très proche, nécessite un développement du secteur éducatif de pointe. Nous risquons de ne pas la franchir, tant les pesanteurs de l'agréable politique semblent encore considérables à ceux de l'utile école. Élections législatives et municipales dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo. On ne parle plus que de contentieux électoral. Judith Divanda, candidate au local, exige l'annulation pure et simple de cette élection suite à la participation d'un candidat dont la Cour constitutionnelle avait invalidé le dossier. Le reportage de Frem Biogoezo. 72 heures après la tenue des élections législatives et locales jumelées sur le plan national, l'heure est désormais ouverte au recours des candidats ayant observé quelques anomalies dans leur circonscription électorale. Durant cette opération, Judith Divanda, tête de liste des démocrates dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo pour le compte des élections locales, vient d'introduire sa première requête auprès des institutions habilitées. Entre autres incidents ayant gangréné le déroulement du scrutin, il y a l'assertion de Madame Jeanne Bago, maire sortante de la commune d'Ovendo, selon laquelle elle aurait gagné à 100%, voire 80%, et qu'il n'est point besoin pour le Centre gabonais des élections, en abrégé CGE, d'annuler sa prétendue victoire. Est-il juridiquement acceptable qu'une personne s'autoproclame vainqueur à une élection dont on ne connaît pas encore les résultats, encore moins l'issue du contentieux? De même, l'emportement de la présidente du CGE dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo, des différents procès verbaux à son domicile. Dans celle-ci, elle exige l'annulation du scrutin dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo au motif de la participation au scrutin de l'indépendant Agnossi, alors que l'Union du 26 septembre 2018 dressait la liste des candidatures après le contentieux pour le scrutin local du 6 octobre 2018. Dans ce journal, il était fait mention de l'annulation de la liste de l'indépendant Agnossi, décision de la Cour constitutionnelle numéro 185/GCC du 15 septembre 2018. Mais curieusement, lors du vote, il y avait les bulletins. Toute chose qui a pour but l'éparpillement des voix et qui est en flagrante violation des dispositions de la Constitution, car celle-ci prévoit que les décisions de la Cour constitutionnelle sont insusceptibles de recours. Moi, Madame Judith Divanda, candidate du Parti des démocrates dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo, pour le compte des locales, demande l'aliénation pure et simple de ce scrutin. Je vous remercie. Ces nombreux cas de fraude peuvent bien en cacher d'autres, sans nul doute que d'autres requêtes du genre seront déposées sur la table des autorités compétentes afin que ce droit soit respecté et appliqué. Voilà, et pour plus d'éclaircissement, Judith Divanda revient en quelques mots sur les irrégularités ayant marqué le déroulement de ce scrutin dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, notre pays, le Gabon, a l'oré
des années 90 avait déjà appelé de ses vœux la démocratie en remplacement de la dictature dans laquelle le peuple gabonais coulait et s'assombrissait. Ou que si une certaine prétention peut nous amener à le croire, force est de reconnaître qu'elle davantage reculé par rapport au temps de sa naissance dans notre pays. Mesdames et messieurs, le scrutin auquel nous avons pris part récemment a amplement montré et démontré que toutes les assertions relatives au détournement du vote sont fondées. En témoigne l'agression sur mon responsable, communication dûment mandatée par moi-même, en vue du bien attendu de la surveillance, de la présence effective de mes scrutateurs et autres représentants dans les différents bureaux de vote du centre de vote d'Akounam 2. Hors de nos frontières, Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite, est arrivé largement en tête du premier tour de la présidentielle au Brésil avec 46,7% de voix. Il a toutefois dénoncé des problèmes avec les urnes, assurant qu'il aurait dû être élu sans second tour. Presse internationale. La foule en liesse n'a qu'un mot à la bouche. Mytho, le mythe, le nom de leur champion, Jair Bolsonaro, le leader d'extrême droite. Il faisait la course en tête, mais son score est un raz-de-marée. 46% des voix au premier tour hier. Je crois en la force de notre pays, en notre peuple. Et Bolsonaro est un espoir. Il sera notre président. Nous avons un grave problème au Brésil, c'est la corruption. Le seul qui peut nous sauver et la combattre, c'est Bolsonaro. Sur les réseaux sociaux, le candidat victorieux s'adresse à ses partisans. Malgré son score, il dénonce des fraudes dans le processus électoral. Je suis certain que s'il n'y avait pas eu ce problème avec le vote électronique, j'aurais été élu président dès ce soir. Aucune fraude constatée pourtant, mais il n'en fallait pas plus pour galvaniser encore davantage ses partisans. Ce nostalgique déclaré de la dictature militaire partisan du port d'armes l'a déjà fait savoir. S'il perd au deuxième tour, il n'acceptera pas les résultats. Jair Bolsonaro, l'homme qui divise tout un pays. Fasciste, crient ses électeurs de gauche à l'annonce des résultats. Soulagé malgré tout qu'il y ait un deuxième tour. J'ai eu très peur. Je suis très heureuse que nous ayons réussi à passer au premier tour. Avec 29% des voix, le candidat du Parti des travailleurs, successeur désigné de Lula, se maintient. Il appelle à faire front commun contre l'extrême droite. Ces résultats doivent nous interroger, car ils montrent à quel point notre démocratie est en danger. Discréditée par les scandales de corruption, la gauche brésilienne a désormais 3 semaines pour mobiliser et empêcher le militaire d'extrême droite d'accéder au pouvoir. On n'en finit pas avec l'affaire Skripal. Un nouveau rebondissement dans cette affaire avec l'identification d'un deuxième suspect russe identifié par un site d'investigation britannique. Alexander Yevgenievich Mishkin, selon le site britannique d'investigation Bellingcat, ce serait le vrai nom du deuxième suspect accusé par le gouvernement britannique de la tentative d'empoisonnement de Sergueï Skripal. L'homme serait un médecin au service du renseignement militaire russe. Il aurait été recruté alors qu'il effectuait ses études à l'académie militaire. Il y a 2 semaines déjà, le site Bellingcat avait identifié le premier suspect, l'agent secret russe Anatoly Shepiga, un colonel décoré des plus hautes distinctions. Les enquêteurs britanniques avaient initialement identifié les 2 hommes comme étant Ruslan Moshirov et Alexander Petrov. Une information que la télévision russe d'État avait confirmée. Londres pourtant soupçonnait des pseudonymes. Les 2 hommes ont été inculpés le 5 septembre dernier pour l'empoisonnement au Novichok de Sergueï Skripal et de sa fille Lulia. Le site d'investigation a promis d'en dire plus sur son enquête dès mardi prochain. Moscou, de son côté, insiste, les 2 hommes sont de simples touristes venus à Salisbury pour visiter la cathédrale. Et puis en France, plusieurs centrales syndicales manifestent ce mardi pour la première fois depuis la rentrée. Elles protestent contre la politique sociale d'Emmanuel Macron qui, selon elles, fragilise les plus faibles, les précaires et les plus démunis. Les syndicats appellent à s'opposer à la destruction du modèle social. Lycéens, étudiants, salariés et retraités. Pour cette première journée de mobilisation depuis la rentrée, le mot d'ordre est l'unité.
Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, et Pascal Pavageau, son homologue côté FO, vont marcher côte à côte à Paris cet après-midi. Entre les ordonnances travail, la hausse de la CSG, la réforme de la SNCF, la politique gouvernementale est accusée de fragiliser les plus démunis. Le plan santé et le plan pauvreté présentés en septembre n'ont pas suffi à apaiser les inquiétudes. Les efforts demandés dans le cadre de la nouvelle réforme de l'assurance chômage, la future réforme des retraites, dont les premières pistes envisagent une décote si l'on part avant 63 ans, ne font qu'attiser la colère des syndicats. Ils restent cependant prudents quant à l'ampleur de la mobilisation, mais espèrent qu'elle sera suffisante pour peser dans les négociations à venir avec le gouvernement. Et puis la page des sports à présent au Gabon, à l'occasion de la fête de l'indépendance du Mali. À Libreville, on organise souvent un tournoi de solidarité regroupant plusieurs communautés. Hier, s'est jouée la finale de la 4e édition. C'était en présence de la responsable du comité d'organisation. Le récit de Mosconi Ngonomba. Une finale ne se joue pas, mais elle se gagne. L'équipe de Dabala en a payé les frais. Le FC Amitié remporte cette 4e édition du tournoi de la solidarité qui a réuni près de 16 pays au complexe sportif de Nzerayon. Donc c'est la finale de la fête de l'indépendance qui s'est déroulée aujourd'hui. Il y a eu 16 départements. Vous savez, une équipe ne peut donner que la coupe ne peut appartenir qu'à une seule équipe. 16 départements, il y a FC Amitié qui a pris la coupe. Nous le félicitons. Ça a été une très belle finale, très discutée. Mon sentiment, c'est le sentiment de fierté la joie. Je suis très content de ce tournoi hier à Safé. Aujourd'hui, ça y est, ça fait, je suis très content. Tout avait pourtant bien débuté pour l'équipe de Dabal FC qui a inscrit un but assez tôt en début de première période, avant de se faire rattraper quelques minutes plus tard par le FC Amitié. Première mi-temps, un but partout. L'épreuve des tirs au but vient départager les deux équipes, 4 tirs au but contre 3 pour Dabal FC. Nous sommes vraiment très ravis de gagner cette finale. C'était vraiment compliqué. On se croyait supérieur à cette équipe, mais on a remarqué que vraiment, dans une finale, il n'y a jamais de finale. Il n'y a pas de finale facile. C'était vraiment très compliqué. Voilà qu'on part maintenant aussi au but. Dieu merci, par la grâce de Dieu, nous avons gagné cette finale. Dieu merci. Débuté depuis le 22 septembre, ce tournoi de la solidarité s'achève avec une note de satisfaction, celui de réunir toutes ces communautés autour du football, gage d'une véritable réunification des peuples. Et puis, dans une interview accordée à notre rédaction, Mendy Kabangoy, président de la Ligue de football de l'Estuaire, se dit très heureux de voir un fils du pays à la tête du 11 national. Aussi, il rappelle au club de l'Estuaire de prendre part à l'Assemblée générale qui se tiendra ce samedi. Ma présence ici, c'est de soutenir notre sélectionneur, j'ai envie de dire Daniel Cousin, qui a été nommé à la tête, n'est-ce pas, des Panthères. Il faut quand même dire que depuis 1996, que nous étions éliminés en quart de finale en Cannes, dont Suarez d'Acosta était entraîneur. Et depuis ce temps-là jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu, n'est-ce pas, un Gabonais à la tête de l'équipe nationale. Donc, le ministre des Sports, ainsi que certaines personnes, ont eu, n'est-ce pas, cette vision qui est louable de nommer, n'est-ce pas, Daniel Cousin à la tête de l'équipe nationale. Donc, mon intervention ici, c'est que je soutiens le ministre des Sports d'avoir nommé Daniel Cousin à la tête, n'est-ce pas, de l'équipe nationale. Je soutiens aussi également Daniel Cousin pour ce challenge pour nous amener, n'est-ce pas, au Cameroun. Il faut quand même dire que pour certaines personnes, il faut leur faire comprendre que Daniel Cousin fut, n'est-ce pas, l'un des grands joueurs de notre pays. C'est quelqu'un qui a joué la Champions League, c'est quelqu'un qui connaît le football. Je pense qu'il mérite, n'est-ce pas, de prendre l'équipe nationale. Et je le souhaite vraiment bonne chance, moi et mon bureau, plus tous ceux qui jouent le championnat tous ceux qui ont joué le championnat de la Ligue l'année passée, qui vont encore jouer cette année, tous ceux qui ont joué le championnat de la sous-ligue d'Ovendo, tous se sont derrière Daniel Cousin pour que Daniel Cousin, n'est-ce pas, soit un homme très fort à la hauteur, n'est-ce pas, des attentes, n'est-ce pas, de la population gabonaise. Et ça, il faut le souligner. Donc, j'ai dit à Cousin
à mon nom propre et à ceux qui sont avec moi, que nous sommes derrière lui et nous savons que le vendredi, nous allons battre le Soudan, puisque moi-même je serai au stade avec mon staff. Ça, c'est ce qui est de causé. L'autre côté, j'ai suivi avec surprise l'Assemblée générale de la Ligue de l'Estuaire de M. Mombo Serge. Je tiens ici à rappeler aux uns aux autres, à ceux qui veulent jouer ces championnats, que ce n'est même pas la peine d'aller vous faire inscrire. Ce n'est pas la peine. Pourquoi? Parce que j'ai déjà écrit aux autorités compétentes de ces pays. J'ai déjà écrit au préfet de police, j'ai l'accusé de réception, j'ai écrit au gouvernorat, j'ai écrit à la tutelle, j'ai écrit au ministère de l'Intérieur et j'ai écrit aussi à la direction provinciale. Dans cette lettre, j'ai précisé que M. Serge, n'est-ce pas, doit arrêter les activités, n'est-ce pas, au sein de la Ligue de football de l'Estuaire, parce qu'il n'est pas président et son bureau n'est pas reconnu. Donc j'attire l'attention des entraîneurs, des présidents, que ce n'est même pas la peine d'aller vous faire inscrire. Parce que moi qui vous parle, j'ai l'agrément technique et j'ai déjà écrit à toutes ces autorités avec l'agrément technique qui est délivré, n'est-ce pas, par la tutelle. De l'autre côté, je tiens aussi à rappeler pour ceux qui doivent jouer le championnat de la Ligue de cette année 2018-2019 que l'Assemblée générale aura bel et bien lieu, n'est-ce pas, le samedi prochain, à la salle des fêtes du FC 105 à partir de 11h. Clap de fin pour cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi.